Alors que vient de s'ouvrir la COP28 à Dubaï, l'association Nemeton, convaincue que les biotechnologies auront aussi un rôle à jouer dans la transition écologique, viennent de récolter leur premier tabouret et même une chaise qui ont poussé dans un jardin de l'île verte. Le musée dauphinois nous raconte 7000 ans d'histoire des Alpins, une nouvelle exposition qui aura nécessité 3 ans de chantier. Elle démarre au néolithique, dans les pas des premiers bergers, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, puis le XXe siècle, entre guerre, révolution industrielle et grands défis de la montagne. Et puis le 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Il y a 40 ans que le virus du VIH a été découvert par une équipe de l'Institut Pasteur. Olivier Pollard, président du Corévi Arc-Alpin et professeur d'infectiologie au CHU Grenoble-Alpes, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 30 novembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence par cette mise en garde de Météo France. L'Isère est en vigilance orange, pluie et inondation au moins jusqu'à vendredi soir et certainement la nuit suivante. Dans l'Oison, sur ces 2 jours, les spécialistes prévoient l'équivalent d'1 mois et demi de pluie. Les torrents et petits cours d'eau pourraient déborder. Attention aussi au risque d'avalanche. Consommer moins, utiliser moins de plastique et se servir de ce que nous offre aussi la nature et ce qui sort de terre. Et je ne parle pas des énergies fossiles. Il y a la COP28 pour ça. Nemeton, le biolab de Grenoble, s'est lancé dans la production à très petite échelle de tabourets sans clous ni vis, mais avec un bon système D. Jérémy Pinard. Au jardin de Lughes, c'est l'heure de récolter ces tabourets. 4 ans après, l'association Nemeton arrive à terme, ou presque, de son projet appelé le tree shaping. Le concept est simple, guider la croissance d'un arbre pour qu'il prenne la forme que l'on souhaite. Alors là, ils y sont plus, mais pendant plusieurs années, il y avait tout un jeu de tuteurs qui nous a permis de guider les Paulownias au fur et à mesure qu'ils poussaient le long des tuteurs. Réputé pour sa croissance rapide, le Paulownia est un grand consommateur de CO2. Il fixe aussi très bien l'azote dans le sol. Un peu la possibilité de faire du mobilier qui consommerait plus de CO2 que ce qu'il en rejette en étant produit. Si l'expérimentation scientifique est intéressante, faire pousser des arbres en forme de mobilier peut faire ressortir en chacun de nous un merveilleux monde enfantin. Ah, mais moi, quand j'ai dit à tous mes amis qui me disaient « Tu fais quoi ces derniers temps ?» Je leur dis « Bah écoutez, moi je vais récolter des tabourets. » À chaque fois, j'avoue que à chaque fois c'était « Quoi ? Mais attends, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, et là, t'as l'impression de raconter une histoire de fou. Une fois récoltés, les tabourets sont stockés tout l'hiver pour sécher. Une résine sera coulée pour constituer l'assise et les pieds seront retravaillés pour assurer une stabilité. L'association Nemeton part vers d'autres aventures, d'autres gros projets qu'on a à gérer. Donc pour l'instant, on ne va pas continuer les expérimentations de ce côté-là, mais peut-être que ça reprendra un jour. L'association se concentre sur son projet de biolab, un laboratoire collaboratif pour la transition écologique. Quant à eux, les tabourets, une fois finis, seront installés sur la terrasse du Bar Radis à Grenoble. Et dans son biolab, Nemeton propose aussi des ateliers et formations pour adultes et enfants. Par exemple, Noël au pays des neurones à la découverte des neurosciences pour les 11-15 ans début janvier. Que votre futur adulte se tourne vers des études de sciences ou toute autre chose, la plateforme Parcoursup ouvrira cette année le 20 décembre. Après la nuit de l'orientation vendredi dernier sur le campus, c'est le salon de l'étudiant qui s'installe vendredi et samedi de 9h à 17h à Alpexpo. Plus d'une centaine d'organismes de formation seront présents pour conseiller les jeunes en fonction de leurs aspirations, de leurs intérêts, de leurs aptitudes, avec des infos sur les cursus d'études, les stages, les programmes d'échanges internationaux, le service civique, les débouchés professionnels, les conditions d'admission et bien d'autres sujets. Nouveauté cette année, un café pédagogique pour échanger de manière plus conviviale et pour la première fois, la présence de Grenoble-Alpes Métropole. Gare au retard. Les usagers de la ligne Grenoble-Gap sont en colère et le feront savoir vendredi. Le collectif de l'Étoile ferroviaire de Veynes appelle à un rassemblement à la gare de Grenoble à 16h08 avant de monter dans le train à 17h10. Depuis le retour de la ligne l'an dernier, les retards se seraient accumulés sans compter les trains supprimés et les mauvaises conditions de voyage à bord. Le collectif dénonce aussi des travaux d'aménagement de la RD 1075 qu'il juge trop importants et qui risquent à terme d'inciter les voyageurs à prendre la voiture plutôt que le train.
Qu'ils aient choisi de traverser les Alpes en train, à cheval ou à dos d'éléphant, les voyageurs auront pu rencontrer une population attachée à son territoire qui aura su s'adapter à ses spécificités et son évolution. Pas des crétins, mais des alpins. Les Alpins, 7000 ans d'histoire. C'est la dernière grande exposition du musée dauphinois. Permanente, elle fait suite à Jean de la Haut et Jean de l'Alpe. Lina Badreddine. C'est une synthèse de l'histoire des Alpes depuis les premières sédentarisations à nos jours. L'exposition Alpin, 7000 ans d'histoire, témoigne de l'évolution et de l'adaptation des sociétés dans cet environnement d'altitude qui, malgré ses montagnes, était loin d'être un espace clos. Elle propose pour le découvrir cette carte interactive par exemple. En relief, elle rend compte de l'importance des massifs et raconte l'histoire des mobilités dans les Alpes. Cet espace alpin n'a pas empêché, cette montagne n'a pas empêché les populations de se rencontrer, de traverser ces territoires d'altitude pour des raisons à la fois migratoires, pour aller s'installer de l'autre côté, pour aussi aller travailler de temps à autre. On parle des saisonniers encore aujourd'hui. Eh bien, il y avait une migration saisonnière dans les Alpes qui est très ancienne. Et puis aussi parce qu'il y a des voies commerciales à travers les Alpes qui existent depuis fort longtemps, mais que ces voies ont profité aussi aux armées qui les ont traversées, ne serait-ce qu'à l'époque romaine ou encore à l'époque napoléonienne. Et pour que même les enfants puissent connaître et comprendre l'environnement qui les entoure, Charlotte, une jeune bergère et son chien accompagnent le jeune public tout au long de l'exposition. Alpin, 7000 ans d'histoire, c'est aussi la promesse de découvrir les modes de vie d'autrefois, grandeur nature. Nous sommes ici en fait pour proposer aux visiteurs entre guillemets, une photographie des modes de vie d'autrefois, de ces populations qui vivaient dans les territoires d'altitude, avec notamment des objets qui sont emblématiques des collections du musée dauphinois. Je pense à ce trinque-balle, ce chariot qui servait notamment à transporter les foins, et puis le coffre de charité qui est une autre pièce emblématique qui rappelle aussi l'organisation communautaire, l'entraide des populations de montagne vis-à-vis des plus nécessiteux. 7000 ans d'histoire, c'est aussi la montagne contemporaine du XXe siècle et du XXIe siècle, avec les Jeux Olympiques de Grenoble par exemple, et bien d'autres choses à découvrir au musée dauphinois. Et heureusement qu'on a les archives, parce que le dossier de candidature des Alpes françaises pour 2030, désormais seul en lice, ne propose pas, je vous le rappelle, de site de compétition dans notre département. Peut-être pour l'instant, puisque le président du département, Jean-Pierre Barbier, dans un communiqué ce matin, espère néanmoins que l'Isère pourra encore en faire partie. En attendant, on se consolera avec 2 grandes compétitions internationales prévues en décembre aux 2 Alpes dès vendredi et à l'Alpe d'Huez dans 2 semaines. Des temps forts pour la SATA qui exploite les 2 stations. On a cette chance, nous, dès l'ouverture, d'avoir les championnats du monde de snowboard cross aux 2 Alpes, donc sur le glacier. Et puis le week-end d'après, on attaque les championnats du monde, les coupes du monde, de ski de boss à l'Alpe d'Huez. Donc c'est vraiment un vrai grand moment pour nous, un grand moment pour nos équipes, parce que c'est de la préparation, c'est de la motivation. Et puis un grand moment où on est un peu sous les feux de la rampe, et c'est vraiment très intéressant et très motivant. Oui. Sur le ski de boss, on a les meilleurs mondiaux, donc on peut dire qu'effectivement, on les attend une fois encore. Et en snowboard, on a de plus en plus d'athlètes français qui sont dans le top 10. Et puis, on a même des jeunes des 2 Alpes qui commencent, ça y est, à titiller le podium. Et donc ça devient super intéressant. À la fin de l'année 2022, ONU-SIDA a estimé que 39 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, plus des 2 tiers dans la région africaine, et que cette même année, 630 000 personnes étaient décédées des maladies liées au sida. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis 2017, des Corévis luttent en région contre le sida. Et j'accueille donc Olivier Epaulard. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes président du Corévis de l'Arc Alpin, professeur d'infectiologie au CHU Grenoble-Alpes. Est-ce que l'on sait combien de personnes ont été contaminées en France cette année et plus précisément dans l'Arc Alpin ? Oui, on vient d'avoir les chiffres pour la France. Alors, ils sont toujours un peu à prendre avec des pincettes depuis quelques années parce qu'on n'est pas certain que tous les cas soient remontés en temps réel. Mais on est environ à 6 000 cas. C'est-à-dire qu'on n'est
pas sur une diminution comme on pouvait s'y attendre. Et en Isère, Isère, Savoie, Haute-Savoie, on est sur 80 découvertes environ. Là aussi, c'est un chiffre peut-être plus haut que celui auquel on s'attendait. À la fois, peut-être, ces chiffres sont hauts parce qu'ils témoignent du fait qu'on dépiste bien les gens. Et si on dépiste bien les gens, on dépiste des gens positifs. Et ça, c'est un plus. Mais par ailleurs, notre but, que ce soit pour le Corévy-Arc alpin, que ce soit pour la France ou pour ONU-SIDA, c'est d'arriver à la fin de la décennie en 2030, à la fin du sida, c'est-à-dire plus de nouveaux cas, toutes les personnes positives sont traitées, toutes les personnes traitées ne sont plus contagieuses, la transmission s'arrête, et pour l'instant, ça reste un objectif réaliste mais ambitieux. Combien de personnes sont prises en charge sur l'arc alpin ? Sur l'arc alpin, donc encore une fois, Savoie, Haute-Savoie et Isère, c'est 3000 personnes. Et donc c'est un chiffre qui est en augmentation constante, puisque ces personnes sont pour la plupart en parfaite santé. Et donc s'il y a des nouvelles découvertes tous les ans, bien sûr, le nombre de personnes est toujours en augmentation. Selon un récent sondage, 53% des personnes sondées ne savent pas qu'une personne séropositive qui suit correctement son traitement ne transmet pas le VIH. C'est notamment pour ça que vous avez lancé cette campagne Longue vie à nos envies. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est pourtant connu maintenant depuis au moins une quinzaine d'années. Une personne sous traitement ne transmet pas le virus. On peut avoir des relations sexuelles, il n'y a aucun risque de transmettre le virus. Si on est une femme, on peut avoir un enfant et on ne transmettra pas le virus à son enfant. Et si on est un couple avec une personne positive, une personne négative et qu'on veut un enfant, on peut le faire à la méthode classique. Il n'y aura pas de transmission à l'autre partenaire. C'est quelque chose qui est pour nous important parce que il existe de temps en temps, hélas, ce qu'on appelle parfois la sérophobie, c'est-à-dire le fait que les personnes infectées par le virus, les personnes qui vivent avec le VIH, sont les victimes d'un rejet, d'une stigmatisation et parfois d'une peur. Et en fait, tous ces mouvements de peur ou de rejet, ils n'ont pas de fondement parce que ces personnes, et celles qui sont traitées, c'est-à-dire presque toutes, c'est impossible qu'elles transmettent le virus. Mais finalement, ça ne se voit pas sur soi. Quand on suit un traitement, c'est pas marqué sur notre figure. Non, mais on n'a pas non plus d'obligation de le dire à son employeur. Alors effectivement, quand on vit avec le VIH, et en particulier quand on vit avec le VIH et qu'on est traité, il n'y a personne qui a vraiment besoin de le savoir. Souvent, si on partage la vie de quelqu'un, on le dit à cette personne, bien sûr. C'est mieux. Mais par exemple, il n'y a aucune raison de le dire à son employeur. Si on veut le dire à sa famille ou à ses amis, c'est un choix personnel. Pour ce qui est de ses partenaires sexuels, on ne leur fait courir aucun risque. Et donc, nous, on recommande aux gens de ne le dire que s'ils ont envie. Mais sur un plan moral, même si c'est peut-être un bien grand mot, il n'y a aucun problème de ne pas le dire, puisque ces personnes ne font courir aucun risque. Et donc, si elles ne font courir aucun risque, elles n'ont pas de raison de mentionner ce fait intime à tout le monde. Alors, les traitements ont beaucoup évolué ces dernières années. On parle de TPE, de PrEP, de TASP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? C'est avant, pendant, après? Oui, alors les traitements ont beaucoup évolué, effectivement. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, ils étaient très efficaces, mais avec beaucoup d'effets indésirables. Et maintenant, ils sont très efficaces, mais avec beaucoup moins d'effets indésirables. Et effectivement, la plupart des personnes n'ont qu'un comprimé par jour. Dans ce comprimé, il y a une trithérapie ou une bithérapie. Beaucoup de personnes, par ailleurs, peuvent prendre ce comprimé uniquement 4 ou 5 jours par semaine, et pas tous les jours. Et puis, depuis 2 ans, il y a un traitement qui est tout à fait équivalent en termes de molécules, mais au lieu de prendre un comprimé tous les jours, on fait des injections tous les 2 mois. Et bientôt, on aura même probablement, d'ici 2 ans, un traitement par injection tous les 6 mois. Ce qu'on appelle le TASP, comme vous l'évoquiez, c'est le Treatment as Prevention. C'est le fait de dire, quand je traite quelqu'un, il ne peut plus transmettre le virus. Et c'est le double effet intéressant du traitement. D'une part, cette personne traitée ne sera jamais malade, restera en bonne santé, aura une durée de vie qui sera la même que celle si elle n'avait pas eu le virus. Donc c'est tout bénef pour elle, mais c'est tout bénef pour le monde entier par ailleurs, parce que cette personne ne sera plus contagieuse, ne transmettra pas le virus.
Et après, il y a 2 modes de prévention par ailleurs qui utilisent les médicaments antiviraux. Il y a le traitement d'urgence, le traitement après une exposition, par exemple une pénétration sans préservatif ou bien le préservatif qui casse. Et ça fait maintenant près de 25 ans qu'on utilise le traitement post-exposition, à débuter dans les 48 heures après le rapport pour 4 semaines. Très efficace. Et puis maintenant, depuis près de 7 ans, on utilise la PrEP. La PrEP, c'est un traitement préventif qu'on propose aux personnes dont la vie sexuelle les expose plus que les autres au virus. Et pour leur éviter d'être contaminés, par exemple parce que leurs rapports ne sont pas toujours protégés par un préservatif, on leur propose de prendre un traitement. Et avec ce traitement, qui peut être soit un comprimé par jour, soit 4 comprimés qui encadrent un rapport, on a une protection totale contre le VIH. Donc vous-même qui nous écoutez, si vous pensez que votre vie sexuelle vous expose au VIH, vous pouvez en parler à votre médecin, vous pouvez en parler au service de maladies infectieuses du CHU de Grenoble, vous pouvez en parler au centre de dépistage et d'information très actif du département, rue Albert Ier de Belgique à Grenoble, pour discuter de l'intérêt de prendre ce traitement par PrEP. Les départements et les villes de l'arc alpin s'engageront demain vendredi avec le réseau international des villes et territoires sans sida. C'est symbolique ? C'est beaucoup plus que symbolique en fait, parce que si on veut s'engager ensemble pour mettre fin à l'épidémie de transmission du VIH ou de mort du sida sur nos territoires, on a besoin à la fois qu'au niveau national et international, des grands axes soient donnés, des financements soient donnés, des mouvements soient lancés. Et en même temps, on a besoin que dans chacun de nos territoires, nos départements, nos villes, nos communes, il y ait des actions qui soient faites au plus près des personnes concernées et avec les acteurs qui connaissent le mieux ces populations. Et qu'il s'agisse de prévention, qu'il s'agisse d'information, qu'il s'agisse de dépistage, de diagnostic, ou bien qu'il s'agisse de traitement, on a effectivement besoin de bâtir des actions qui ont du sens dans tel territoire ou tel territoire. On évoquait tout à l'heure dans le reportage les Alpins et la façon dont les montagnes, les reliefs avaient pu modeler les mouvements des personnes. Le fait, nous, de vivre sur ce territoire, ça modèle aussi le fait qu'il y ait des saisonniers, le fait qu'il y ait des vallées hautes, le fait qu'il y ait des villes et des endroits, par contre, presque vides. Tout ça rend nécessaire d'adapter nos actions. Et donc, il y a déjà un certain temps que des villes, que des départements s'engagent dans l'arc alpin pour mener des actions auprès des populations, en particulier, par exemple, auprès des migrants, auprès des travailleuses du sexe ou d'autres populations. Et demain, ce qu'elles feront effectivement, c'est de rejoindre ce grand mouvement mondial qui s'appelle en anglais Fast Track Cities, c'est-à-dire les cités qui essayent d'aller sur la voie la plus rapide pour mettre fin au VIH. Et c'est une signature à la fois symbolique, mais très forte. Merci beaucoup Olivier Epaulard, et on peut rappeler que le dépistage c'est gratuit et sans ordonnance. Absolument, dans tous les laboratoires, on peut aller se faire dépister gratuitement. Merci. Alors aujourd'hui, Si on parlait, Thibault Leduc recevra le nouveau champion de France de rallye, Johan Bonato, et son copilote pour quelques dérapages contrôlés, ainsi que l'ancien procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, pour plonger dans les coulisses des affaires criminelles non résolues. Si on parlait, c'est ce jeudi soir à 19h15 et vendredi à 12h15. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.